C'est déjà un bon festival. Ah, c'est quand même cool. Hein. Alors, avec Julien, on est ici aujourd'hui pour vous parler un petit peu des samouraïs et d'un bouquin qu'on vient de sortir, enfin qui sort en octobre mais qui est en prévente ici, pour le coup, sur le stand de Maquet juste derrière là-bas. Et on va vous parler un petit peu du bouquin et de notre parcours. Peut-être que je vais laisser Julien se présenter parce qu'il a un background assez intéressant en ce qui concerne l'histoire du Japon et des samouraïs. Bonjour à nouveau. Oui, moi je suis spécialiste de la figure du samouraï, de l'histoire militaire japonaise, mais particulièrement de ce personnage emblématique de la culture militaire, de l'histoire militaire japonaise. J'ai écrit plusieurs ouvrages sur le thème, des ouvrages très généralistes et puis des ouvrages un peu plus précis, notamment sur la bataille de Sekigahara, qui est vraiment la grande bataille charnière de l'histoire du Japon, qui clôt les guerres civiles en 1600 et qui voit l'avènement ensuite du shogunat des Tokugawa, qui va être la dernière et la plus puissante des dynasties shogunales à avoir régné sur le Japon. Et on a commencé à travailler sur ce projet il y a 2 ans, quelque chose comme ça. L'idée était, mais Ben va en parler aussi, mais l'idée était d'agréger une équipe de spécialistes capables d'aborder des thématiques différentes et puis de dépoussiérer un petit peu ce personnage qui est souvent entouré d'une espèce d'aura mythique, qui n'est pas toujours bien compris aussi à la fois au Japon et encore plus évidemment à plus forte raison dans le reste du monde. Donc on a pensé que ça pouvait être intéressant de sortir un petit peu des cénacles universitaires et de toucher un public un peu plus large en abordant le samouraï sous des angles divers. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ne suivent pas la chaîne Nota Bene ici? N'hésitez pas à lever la main, hein, c'est pas une honte et tout. Non mais c'est bien de le savoir. Donc si vous ne savez pas ce que je fais de mon côté... Voilà, mais c'est cool, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont abonnés, ouais, c'est cool. Pour ceux qui ne savent pas, du coup je me représente rapidement, je m'appelle Benjamin Brio et il y a 10 ans maintenant, j'ai lancé sur YouTube une chaîne de vulgarisation autour de l'histoire. Le but du jeu, c'est vraiment d'apporter l'histoire, même aux gens qui n'aiment pas l'histoire, ou qui se disent bon l'histoire ça n'a pas d'intérêt ou ça ne m'intéresse pas. Et donc depuis 10 ans, là on a fêté les 666 vidéos sur la chaîne principale, chiffre symbolique. Et l'idée c'est de parler vraiment de l'histoire de l'Antiquité jusqu'à nos jours, en Europe, en Asie, en Afrique, un petit peu partout, sur toutes les thématiques, pour montrer que voilà, l'histoire elle nous concerne tous et tous on peut s'y intéresser. Dans ce cadre-là, j'ai fait quelques vidéos sur le Japon, mais pas tant que ça, et donc on a voulu sortir ce bouquin-là parce que ce que j'aime bien dans Nota Bene, moi, c'est défoncer quelques clichés. Je me rends compte avec délice depuis 10 ans que chaque fois que je m'intéresse à quelque chose en histoire, je me rends compte qu'au final j'y connais rien et que souvent j'ai des idées qui sont un petit peu erronées. Et alors, vous ici, vous aimez le Japon, peut-être que vous vous intéressez déjà à cette figure du samouraï, mais il est vrai que même moi qui m'y intéressais un petit peu, le samouraï, dans ma tête, ça restait le samouraï du dernier samouraï, quoi. On a tous cette image effectivement très romantique du samouraï qui nous fait un petit peu rêver, qu'on voit dans tous les films. Et je savais évidemment qu'il y avait des choses qui n'étaient pas si figées finalement dans le temps. Et donc j'ai décidé, après un premier ouvrage sur les Vikings, où on a débunké pas mal de clichés, d'attaquer les samouraïs, en n'étant pas un grand connaisseur non plus du sujet. Et c'est pour ça que j'ai réuni des gens comme Julien pour bosser avec moi sur cet ouvrage de vulgarisation. Et autant vous dire que j'ai perdu quelques neurones quand il a fallu dresser le chemin du bouquin et se dire comment est-ce qu'on va attaquer cette figure du samouraï. Parce que je ne pensais pas, avant de diriger ce bouquin, que le samouraï était une figure si complexe, si nuancée et surtout que si mouvante. Le samouraï du Xe siècle n'a strictement rien, mais vraiment rien à voir avec le samouraï du XIXe. Et ça, moi, je ne le savais pas. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le découvrir dans cet ouvrage. Et heureusement que tu m'as un petit peu éclairé avec les autres. Autant sur le bouquin des Vikings, je connaissais déjà un peu le sujet. Donc, très rapidement, j'ai dirigé un peu même les entretiens préalables au bouquin en disant tiens, ça c'est intéressant, on va aborder ça. Autant le samouraï, j'y suis allé avec un regard un petit peu naïf et je me suis fait un plaisir de vous poser des questions en pré-entretien très naïves, comme quelqu'un qui connaît absolument rien, pour essayer de comprendre comment cette figure-là elle a évolué. Le résultat, c'est ce bouquin, c'est près de 10 siècles d'histoire. C'est l'histoire des samouraïs, mais c'est aussi l'histoire du Japon. Voilà. Ben oui, c'est vraiment un fil conducteur parfait, les samouraïs, pour parler de l'histoire du Japon. Benjamin vient de le dire, c'est presque un millénaire d'histoire. On voit en fait émerger
qu'on pourrait appeler d'un proto-samouraï bien avant l'an 1000, à la période Heian. On voit déjà se former une élite qui combat à cheval, parce que là, vraiment ce qui caractérise le samouraï, bien avant que le culte du sabre ne commence à s'imposer, c'est au contraire le combat, l'archerie montée. Le samouraï est un archer monté. Ce qui est contre-intuitif par rapport à la représentation qu'on en a dans le cinéma ou le jeu vidéo. Complètement. Et donc l'archerie équestre est vraiment un art martial extrêmement exigeant, qui nécessite bien sûr beaucoup d'entraînement, une certaine richesse aussi, puisque entretenir une monture, tout comme en Europe d'ailleurs, c'est très coûteux. Donc on voit apparaître cette espèce de chevalerie autour du 9e siècle, puisque la première grande rébellion qui est emmenée par un chef samouraï, c'est en 935. Et déjà, on voit émerger d'ailleurs des caractéristiques qui vont rester, qui vont s'inscrire dans le temps et qui ne sont pas forcément celles qu'on associe nous dans notre imaginaire au samouraï, c'est-à-dire le combat monté, on l'a dit, la rébellion aussi, puisque l'un de ses premiers faits d'armes consiste à se soulever contre l'empereur, à se déclarer un peu anti-empereur dans la plaine du Kanto, qui est la plaine qui environne l'actuel Tokyo, tout simplement, donc la principale et peut-être la seule plaine japonaise véritable, qui déjà à l'époque est un lieu d'enjeu de pouvoir et aussi un site favorable à l'élevage équin, donc à l'élevage des chevaux, ce qui va donc favoriser l'apparition de cette élite équestre chevaleresque. Et puis ensuite, il va se passer vraiment beaucoup de temps, une période de guerre civile qui va s'étendre en gros jusqu'à la fin du XVIe siècle, en atteignant vraiment un paroxysme pendant la période dite Sengoku, donc le Sengoku Jidai, l'âge des provinces en guerre, ça correspond grosso modo à fin du XVe siècle jusqu'à fin du XVIe siècle. Et là, vraiment, le Japon atteint l'apogée de cette période de troubles, de guerre civile, de fragmentation du pouvoir central, jusqu'au retour à la réunification du Japon, qui va être entreprise par trois grands artisans, trois grands chefs de guerre, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu, qui va ensuite imposer sa dynastie et permettre le retour à la paix civile. Le paradoxe, c'est qu'en fait, pendant toute cette première partie de son histoire, le samouraï se soucie assez peu en fait de faire valoir une espèce de supériorité morale. Il a surtout une supériorité physique, il a le monopole de la violence armée, il s'en sert pour assurer sa suprématie et ça suffit largement. C'est en fait paradoxalement plutôt après, avec le retour à la paix, que pour justifier sa prééminence sociale, son assurance, sa suprématie sur les autres classes sociales, qui va devoir s'inventer d'une certaine manière une espèce de supériorité morale et qui va commencer à se parer de tout ce code chevaleresque qui va devenir le Bushido, c'est-à-dire la voie du guerrier. Donc ce Bushido, tel qu'on le connaît aujourd'hui, tel qu'on l'apprend un petit peu dans sa version un peu plus canonique, dans les dojos d'arts martiaux, et ben il apparaît paradoxalement au début du XVIIe siècle, tardivement. Alors, on le précise, cette petite heure qu'on passe ensemble, nous, on préfère que ça soit un petit peu interactif. Donc, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à lever la main. On a un micro flottant qui vous pourrez choper et vous pourrez nous poser vos questions. Si on peut y répondre, tant mieux. Sinon, tant pis. Voilà. Mais au moins, la question aurait été posée. Oui, c'est pas une conférence au sens magistral, vous l'avez compris. On essaye de faire ça de façon informelle. Oui, voilà. Et donc, moi, c'est ça qui m'intéressait vachement aussi dans la figure du samouraï, c'est de voir à quel point cette imagerie qu'on a du dernier samouraï, finalement, c'est une imagerie très romantique, qui a été, pas inventée, mais qui s'est très codifiée au moment où les samouraïs, on n'en avait plus vraiment besoin. Comme le disait Julien, le samouraï, c'est une caste guerrière pendant 5 siècles, 6 siècles, et arrivé au début des années 1600, on arrive dans la période de paix, donc clairement, on est face à une caste combattante, les gars vivent pour ça, ils se retrouvent dans une société en paix, donc ils servent plus à rien. Mais vraiment, ils servent plus à rien, il n'y a plus besoin d'eux, quoi. Et le problème, c'est qu'à cette époque-là, la caste des samouraïs représente, alors les pourcentages varient un petit peu, suivant les historiens, mais en gros, c'est 7% de la population. Donc il y a 7% de la population qui, pas du jour au lendemain, mais de manière assez rapide, se retrouve sans fonction finalement. Leur vie tourne autour du combat, il n'y a plus de combat, qu'est-ce qu'on fait? Et donc là, il y a toute une réflexion qui se met en place, même dans les hautes sphères du pouvoir, en disant mais qu'est-ce qu'on va faire de ces samouraïs qui ne servent à rien? Alors on tente pas mal de trucs, on tente d'envoyer des samouraïs labourer des champs, et puis on se rend compte qu'ils sont nuls à chier, ils n'arrivent pas du tout à cultiver les terres, et on se dit bon,
comment on va faire, qu'est-ce qu'on va en faire. Il y a même des structures qui se mettent en place. Alors c'est rigolo, on a Olivier Ansart qui est un grand spécialiste aussi de la pensée, qui a écrit dans le bouquin, et lui il dit bon bah en fait il y a des espèces de structures un peu fictives qui se créent, qui sont comme des très grandes entreprises de chômeurs, avec le chef des chômeurs, l'ancien chef des samouraïs, les généraux des chômeurs, et puis le cadre des chômeurs, et puis les chômeurs en dessous, et en fait il y a tout un code, une hiérarchie à respecter, sauf que de façon effective il se passe pas grand chose quoi. Ouais. Bah oui, c'est une époque où les samouraïs certes sont encore dans la mythologie guerrière. D'ailleurs beaucoup d'écrits de l'époque se lamentent un petit peu sur... c'est des thèmes d'ailleurs de la pensée réactionnaire, si j'ose dire, qu'on retrouve régulièrement à différents moments de l'histoire dans d'autres cultures. Donc là on a les clichés, les poncifs de la pensée réactionnaire. Comme les guerres sont finies, on fabrique des faibles, on fabrique des hommes efféminés. D'ailleurs, les médecins soudain se rendent compte qu'on considère au Japon à ce moment-là que les femmes ont un pouls différent des hommes. Et un médecin samouraï se dit mais j'ai l'impression que maintenant les hommes ont tous un pouls de femme. Vous aurez compris le message, voilà, on est en train de fabriquer des faibles, on ne sera plus jamais apte à remplir notre mission guerrière. Donc il y a cette pensée un petit peu réactionnaire. Et puis dans le même temps, les samouraïs, comme l'a très bien dit Benjamin, ils commencent à devenir, enfin de plus en plus, on voit émerger dans les chroniques l'idée selon laquelle ce seraient des parasites. Alors bien sûr, on n'a pas le droit de le dire, on le suggère puisqu'on le dit, parce que le samouraï a encore le droit de tirer l'épée et de faire justice lui-même. S'il s'estime offensé, il a le droit de tuer quelqu'un dans la rue, il n'a quasiment de compte à rendre à personne à cet égard. Donc ça lui donne tout de même un privilège énorme et un avantage énorme sur le reste de ses compatriotes. Néanmoins, au fil du temps, pendant que la période Edo avance, on voit les samouraïs, parce qu'ils en ont de moins en moins l'utilité, cesser de pratiquer l'escrime et les arts martiaux. Donc, ils n'ont de guerriers que le statut, ils portent leurs deux sabres qu'ils sont tenus d'arborer en public pour qu'on les identifie immédiatement comme membres de la classe dominante. Parfois, ces fourreaux sont vides, parce que pour éponger des dettes, on a mis en gage la précieuse lame de famille. Donc en plus, vous vous rendez compte de la théâtralisation de la société japonaise à ce moment-là, c'est-à-dire ça frise le ridicule, et de ce ridicule est de plus en plus dénoncé par les chroniqueurs au fil du temps, pendant que la période Edo avance, et à la fin, clairement, il y a une moquerie à l'égard des samouraïs. On sent bien d'ailleurs qu'on arrive, qui arrive à un moment de l'histoire où ils vont être complètement discrédités par l'irruption des Occidentaux, qui renversent complètement la table. C'est le milieu du 19e siècle. Là vraiment, donc ça fait 250 ans que le Japon est en paix, n'a plus connu de guerre, n'a plus connu d'expédition à l'étranger. Le Japon s'est figé dans une espèce de société que le pouvoir shogunal imagine parfaite, et son principal instrument idéologique, eh bien, c'est le Bushido. Bushido qui s'inspire à la fois des anciennes croyances, il emprunte un petit peu au Shinto, il emprunte au bouddhisme, il emprunte aussi à différents textes écrits par des grands seigneurs pendant la période des guerres civiles. Et puis surtout, le principal apport que les Tokugawa vont insuffler dans le Bushido, c'est ce qu'on appelle le néo-confucianisme, qui est une doctrine donc inspirée de la pensée de Confucius, mais dans une espèce de relecture sous la dynastie Song en Chine au Xe et XIe siècle. Et ce néo-confucianisme, encore très présent dans la pensée japonaise, il postule quelque chose de très intéressant pour le pouvoir, c'est-à-dire l'idée d'un ordre, d'une hiérarchie qui serait voulue par le ciel, qui serait une hiérarchie parfaite, que personne ne devrait transgresser sous peine de porter atteinte à un équilibre cosmique sacré. Donc, ceux qui dirigent sont à leur place, ceux qui triment y sont aussi, ils doivent s'estimer heureux, et leur but dans la vie, c'est de parfaire cet équilibre, de maintenir l'harmonie entre les classes sociales. Vous voyez bien la façon dont cet outil peut être intéressant pour le pouvoir. Il y a quand même un petit paradoxe, c'est que dans la pensée chinoise, dans la pensée continentale de manière générale, la fonction armée est très très mal considérée. Ce sont vraiment, à quelques exceptions près, des généraux, des chefs qui sont issus des grandes familles patriciennes. Globalement, le combattant, c'est la lie de la société. C'est l'esclave, la prostituée, le soldat, c'est à peu près pareil dans la pensée chinoise classique. Ceux qui tiennent les leviers du pouvoir, ce sont les mandarins, c'est la très haute administration, la haute fonction publique. Ça, c'est la carrière noble par excellence. Alors qu'au Japon, on va triturer un petit peu les méninges pour retourner le truc, faire en sorte de respecter cette catégorie sociale, mais en mettant au sommet ceux qui combattent, puis ceux qui cultivent, parce qu'ils nourrissent tout le monde, et en bas de l'échelle, plutôt les commerçants, puisque eux ne produisent rien et ne font que vendre le fruit du travail des autres. Donc ceux qui sont mal considérés, ce sont les marchands. Paradoxe du moment,
Ceux qui tiennent le haut du pavé, ce sont donc les guerriers qui sont de plus en plus pauvres, et à l'inverse, ceux qui financent le train de vie des guerriers, à la fois des grands seigneurs et des petits, qui doivent maintenir ce semblant d'opulence, même si leurs revenus se sont affaiblis, et ce sont les marchands auprès desquels ils empruntent. Donc il y a une espèce de... C'est une société qui est emplie de paradoxes. Oui, clairement, ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette figure, finalement, elle se retourne. Et quand tu disais qu'il y avait des critiques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, durant cette période de paix, plus on est en paix, plus l'image du samouraï prend cher. Et quand on critique les samouraïs, enfin les critiques, c'est clairement, mais les samouraïs, c'est des bourrins incultes, quoi. La plupart des gars savent pas forcément lire ou écrire, c'est vraiment des brutes épaisses et il n'y a rien d'autre. Si bien que d'ailleurs, à partir du moment où on rentre dans cette période, donc Tokugawa, l'époque Edo, cette période de paix, il y a, on va dire, plusieurs mouvements au sein de la classe des samouraïs, mais il y a des samouraïs qui vont se transformer peu à peu en sorte de fonctionnaires, voilà, pour gérer l'administration, les territoires, tout ça. Et il y a toute une autre partie des samouraïs qui vont se retrouver totalement désœuvrés et, comme tu le disais, de plus en plus pauvres. Et il y a une pauvreté absolument terrible chez une partie de la caste des samouraïs. Si vous aimez les mangas, d'ailleurs, je vous conseille un manga qui est absolument génial, qui s'appelle Satsuma. Et Satsuma nous montre bien ça, nous montre ces samouraïs totalement désœuvrés qui galèrent, ne serait-ce que pour bouffer, quoi. C'est vraiment super comme manga. En tout cas, vous voyez un petit peu moi ce qui m'a intéressé dans cette figure des samouraïs et pourquoi on a décidé de le traiter dans ce bouquin, parce que l'idée c'est vraiment de casser des clichés, de montrer cette figure un petit peu plus complexe, mais de cette image du samouraï qu'on a, du dernier samouraï ou des films de sabre, du type voilà, bien fringué avec son katana et pour qui l'honneur et la loyauté sont des vertus qui va placer par-dessus tout. Et ben en fait on voit que cette image-là elle est beaucoup plus nuancée, qu'à la base c'était ce cavalier, cet archer, qui de prime abord n'a rien à voir avec cette image très romancée qu'on a, et puis que cette figure elle a vraiment évolué, quoi. Ce qui est intéressant aussi c'est de voir à quel point notre image moderne du samouraï elle s'est structurée à travers le temps, et comment eux-mêmes se sont structurés. C'est-à-dire que, tu le disais, durant cette période de paix, ils vont codifier de plus en plus finalement ce qu'est un samouraï ou ce que doit être un samouraï, notamment par le Bushido, la voie du guerrier. Et ce qui est intéressant, c'est que ce Bushido, donc, il se structure à ce moment-là, mais le Bushido en tant que tel, il pouvait y en avoir avant. C'est-à-dire qu'évidemment, les samouraïs avaient des valeurs qu'ils souhaitaient défendre déjà avant cette période de paix, mais elles n'étaient pas les mêmes en fonction des clans, en fait. C'est-à-dire que jadis, dans les 5 premiers siècles, on a des seigneurs qui vont exiger une sorte de code, ou ils vont exiger de leurs troupes, des samouraïs, certaines valeurs, mais ces valeurs-là, elles diffèrent en fonction des clans. Il n'y a pas un Bushido. Ça va vraiment se structurer par la suite. Et dans cette image du samouraï qu'on a, évidemment, il y a cette image du samouraï très loyal, qui va, dans tous les cas, donner sa vie pour son maître, qui est très lié à son clan, voilà. Ça, j'ai envie de dire, malheureusement, pour l'image romantique, il n'y a rien de plus faux, puisque déjà, à ces périodes-là, un samouraï trahit très facilement ses alliés, en fait. Pour peu qu'on lui propose une compensation qui est plutôt intéressante, il ne va pas hésiter à trahir son clan. On le voit un petit peu dans la série Shogun. On voit qu'il y a des trahisons et c'est plutôt intéressant d'insister sur ce point-là. Oui, les seigneurs sont à l'affût en permanence de la trahison. Les missionnaires jésuites, qui sont les premiers occidentaux, les premiers européens à pénétrer au Japon, sont absolument horrifiés par... Pourtant, on ne peut pas dire que l'Europe du XVIe siècle soit un modèle de paix sociale, mais eux-mêmes, ça leur paraît complètement dingue à quel point l'archipel est secoué en permanence par des trahisons à tous les niveaux. D'ailleurs, la plupart des grands noms qui se distinguent à l'époque et qui vont marquer l'histoire japonaise ont commencé leur carrière en éliminant un frère, un cousin, un père, en trahissant un suzerain. Enfin, c'est la trahison permanente. Alors moi, c'est l'exemple que je prends parfois pour parler de l'époque, les textes ont beaucoup vanté la loyauté
qui est supposée être la valeur cardinale, la pierre angulaire du code d'honneur du samouraï. Mais si ce terme est si revendiqué, c'est peut-être précisément parce que c'était une denrée extrêmement rare, que chaque grand seigneur essayait de s'accaparer. Et d'ailleurs, oui, c'est là où je voulais en venir, c'est la comparaison que je fais parfois, c'est avec ce qu'on appelle le biais du survivant. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. Le biais du survivant, ça a été mis au point pendant la Seconde Guerre mondiale en observant les fuselages des bombardiers qui revenaient en Angleterre, alors, qui étaient évidemment criblés d'impacts de balles, de projectiles divers de la défense allemande. Et du coup, les premiers experts en ont conclu, en voyant les ailes et la dérive déchiquetées, qu'il fallait renforcer les ailes. En fait, on s'est rapidement rendu compte que c'était tout le contraire. Ces parties qui étaient rentrées effectivement transformées en passoires, c'était les parties des appareils qui étaient parvenus à rentrer au pays. Donc ce qu'il fallait considérer, c'était les pièces qui avaient été perdues en route. Donc a priori le moteur, par exemple, on s'est rendu compte que c'était un organe vital. Si l'un ou plusieurs moteurs étaient touchés, l'avion ne rentrait pas, il était donc perdu avec son équipage. Donc les pièces qu'il fallait renforcer, c'était précisément celles qui n'apparaissaient pas sur les diagrammes. Oui, dans un autre exemple du biais du survivant, hein, peut-être que vous pensez que youtubeur, créateur de contenu, c'est un métier facile et que y a beaucoup de gens qui ont réussi en se lançant sur YouTube et que du coup ça peut être une bonne alternative à, je sais pas, un projet professionnel par exemple. Là aussi, c'est le biais du survivant, c'est-à-dire que pour tous les créateurs de contenu que vous voyez en ligne et qui font du contenu et qui arrivent à en vivre, il y en a des milliers derrière qui n'ont pas réussi en fait. Et du coup, ça biaise totalement la perception que l'on a du métier en fait. Hein. En tout cas, on se prend. J'ai vu qu'il y avait quelques mains qui commençaient à se lever là-bas aussi, monsieur. Mais on se prend peut-être encore quelques minutes pour. Là, il est à peine la demi. On a encore pas mal de temps. On a 1 heure, hein, je crois. Ouais, on a 1 heure. On est large. Vous voyez, on balaye un petit peu différentes thématiques assez librement. Juste, je reviens sur ce que tu disais. Un terme aussi qu'on connaît tous, de manière plus ou moins indirecte, c'est celui de do, de voie, de chemin en japonais, qu'on retrouve dans le judo, la voie de la souplesse, dans aikido, dans les arts martiaux japonais désormais souvent sont connus avec ce suffixe do, et c'est justement cette voie qui a un concept un peu plus vaste, un peu plus transcendant si j'ose dire. On a des penseurs comme Miyamoto Musashi et d'autres qui vivent justement au début de la période Edo et qui commencent à conceptualiser cette idée que être un guerrier, ça suppose d'être un gentilhomme, c'est-à-dire de s'intéresser, de voir un petit peu au-delà de la pratique martiale, d'essayer de voir dans quelle mesure ça peut contribuer à apporter une valeur ajoutée sociale, si j'ose dire. Bon, évidemment, ce sont des concepts quand même qui intéressent les couches supérieures, dont on peut douter qu'ils aient reçu un accueil très très favorable ou même simplement un écho quelconque auprès des classes plus populaires et paysannes en l'occurrence, qui sont très très majoritaires au Japon. Donc ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui, c'est que cette pensée qui était quand même conçue et fournie aux élites, a priori, elle n'était pas vraiment reçue de la même manière par la majorité du peuple. Ça, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut bien se rendre compte que pendant toute la période Edo, les samouraïs, effectivement, après quelques échecs assez infructueux, après quelques tentatives assez infructueuses, se retrouvent vraiment confinés dans le métier des armes. Ils n'ont pas d'autre choix que de se consacrer pleinement à la carrière des armes, et en même temps, ils n'ont plus tellement l'occasion de briller au combat parce qu'il n'y a plus de guerre. Donc c'est aussi une époque où on va complètement idéaliser et romantiser la mort volontaire, le fameux seppuku, le harakiri, le suicide par éventration, qui va devenir un moyen pour les samouraïs déjà d'affirmer un privilège. Eux seuls ont le droit de s'éventrer de la sorte. Et puis, ça devient aussi un marqueur social, une manière de mourir dans l'honneur et dans la dignité, un sabre dans le ventre idéalement, ce qui est quand même pas mal pour un guerrier, en tout cas beaucoup plus honorable bien sûr qu'une belle mort dans son lit. Donc voilà, c'est aussi un moment où encore un autre paradoxe, les guerriers vont être de moins en moins amenés à se donner la mort et pourtant vont idéaliser au-delà de tout cette façon de quitter ce monde. D'ailleurs, l'auteur du Hagakure, on va peut-être parler des grands textes du Bushido, donc l'auteur de l'un des plus fameux textes, l'un des plus fameux traités entourant le Bushido, le Hagakure, qui va renaître régulièrement comme un phénix jusqu'à récemment, puisque Yukio Mishima, le grand écrivain d'après-guerre, refait encore une exégèse du Hagakure dans les années 60 et va finir par se donner la mort en 70 à l'issue d'une espèce de coup d'état tragicomique assez déconcertant en tout cas pour le public européen et japonais aussi, hein, parce que les soldats japonais
que Mishima espère retourner contre les occupants américains, pour qu'il renoue avec le glorieux esprit samouraï de jadis et fasse renaître l'esprit du vrai Japon impérial. Donc vous imaginez que ces pauvres gamins de 20 ans qui ont grandi dans les années 50-60, qui voient ce type avec son bandeau et son sabre au côté, ils hallucinent complètement, quoi. Donc évidemment ça marche pas du tout. Et lui aussi, on voit bien cette espèce de clivage, ce fossé infranchissable entre la façon dont les guerriers se pensent eux-mêmes et le commun des mortels, même au Japon, et même dans les années 70, il est en grand vrai. Ouais, c'est comme si aujourd'hui, t'as un politique qui se pointe en armure et qui dit allez, on va retrouver les vraies valeurs de la France. L'absurdité de la scène. Moyen, quoi. Et ce qui est drôle, c'est que vous le voyez tout à l'heure, il y a déjà, je pense, pas mal de clichés qui sont tombés peut-être de l'image que vous aviez des samouraïs. Un autre aspect des samouraïs qu'on met souvent en avant, c'est leur virilité. Les samouraïs, c'est des figures extrêmement viriles. Et d'ailleurs, dans cette société de l'époque, la place de la femme, il n'y en a pas. Clairement, c'est vraiment les mecs, et voilà, les femmes, c'est des moins que rien. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, même cette figure de virilité, elle a pu être reprise par des mouvements par la suite pour dire, voilà, un vrai bonhomme, c'est ça, c'est les guerriers, c'est les samouraïs. On en a parlé tout à l'heure d'ailleurs, quand les samouraïs n'ont plus de raison d'être, on se dit, ah bah voilà, ils deviennent un peu féminins. Voilà. Et donc, ce qui est plutôt paradoxal là-dedans, c'est qu'on ne va pas parler d'homosexualité parce que ça ne se prête pas vraiment voilà, à l'époque, mais en tout cas, il y avait des rapports entre guerriers qui, s'ils n'étaient pas revendiqués, pouvaient exister en fait. C'était pas quelque chose de rare. Et ça, moi, c'est vrai que ça m'a amusé aussi quand j'ai commencé à travailler sur cette figure des samouraïs, parce que ça vient totalement briser cette image voilà, du guerrier droit, mal alpha. Bon, et c'était pas revendiqué, mais ça existait carrément quoi, chez les samouraïs. Ben oui, c'est même une voie à part entière qu'on va appeler Shudo ou Waka Shudo, un peu on pourrait traduire par la voie de l'effet ou la voie du Jouvenceau. C'est difficile à traduire, mais maintenant c'est assez bien documenté. On sait que dans la pensée guerrière, en particulier pendant la période des guerres civiles, parce qu'après ça va devenir franchement un peu plus sordide avec plutôt de la prostitution, souvent très jeune, vraiment avec le développement des quartiers des plaisirs et de l'urbanisation du pays, cette dimension de la sexualité japonaise, alternative si j'ose dire, elle va changer un petit peu de visage. Et pendant la période des guerres civiles, chez beaucoup de guerriers et aussi chez des chefs, c'est assez bien documenté, on sait que dans le parcours un peu traditionnel, on a souvent dans un premier temps une relation sentimentale, parfois amoureuse, pas nécessairement consommée. Voilà, je vais pas être trop cru, mais on ne sait pas dans quelle mesure ces unions qui étaient parfois scellées contractuellement étaient consommées, mais un petit peu comme chez les Grecs, chez les Grecs anciens, on retrouve l'idée selon laquelle le vrai amour, il unit deux hommes qui se donnent corps et âme, très littéralement l'un à l'autre, puisqu'ils vont combattre ensemble, mettre leur vie en jeu l'un auprès de l'autre. Donc, de manière assez logique, finalement dans ces sociétés guerrières, on retrouve comme ça oui, encore une fois, le terme d'homosexualité est sans doute un peu anachronique et pas tout à fait adapté, mais vous aurez compris ce qu'il recouvre dans notre esprit. Donc, il y a cette idée-là. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, quand le guerrier est plus installé, et un petit peu sous l'emprise de la nécessité, là, il va se construire une famille, rentrer dans une relation plus normée, pour prendre un terme actuel, ne serait-ce que pour assurer la perpétuation du lignage, qui est quand même évidemment une nécessité dans toutes les élites, ça vaut pour le Japon. Oui, et ce genre de phénomène dans les sociétés guerrières, c'est pas nouveau. Il n'y a qu'à penser aux hoplites grecs, c'est la même chose. Quand on va au combat et qu'on est avec ses camarades, on est d'autant plus acharné au combat à aller défoncer le gars d'en face si c'est pour protéger la personne qu'on aime à côté, quoi, ou avec qui on entretient une relation extrêmement étroite. Oui, c'est le cas peut-être que vous connaissez, c'était le cas du bataillon sacré de Thèbes, qui était composé effectivement de pairs, d'Éraste et des Romaines, comme on disait, c'est-à-dire voilà, on va dire un guide à la fois spirituel et puis aussi sur les voies plus amoureuses, qui accompagne un jeune homme, qui va être une sorte de disciple. Et les Grecs, en tout cas les Thébains, supposaient que ce tandem formait une unité tactique extrêmement redoutable au combat. Et ça a plutôt bien marché, puisque Thèbes était une grande puissance militaire grecque.
Alors, peut-être qu'on peut reparler un petit peu du Hagakure, dont tu as évoqué tout à l'heure l'existence. Est-ce qu'il y a des gens qui savent ce que c'est le Hagakure ici, qui ont déjà entendu parler du Hagakure? Voilà, ok. Alors, le Hagakure, début 18e siècle, on a un samouraï qui décide de livrer un petit peu ses pensées sur la vie, sur ce qu'est un samouraï, sur tout ça. Et donc on a un camarade à lui qui va recueillir ses pensées pendant plusieurs années et qui va les coucher sur papier. Et donc le Hagakure aujourd'hui, c'est un des livres de référence, entre guillemets, pour saisir une version du Bushido. Voilà. Qui en tout cas voudrait structurer le Bushido. Et ce qui est assez étonnant dans cet écrit-là, alors encore une fois, c'est début 18e siècle, donc ça fait déjà longtemps qu'il n'y a plus de raison d'être des samouraïs, ils se battent plus les gars. On est déjà entré dans cette période de théâtralisation où tout le monde fait semblant d'avoir voilà, des titres, un protocole, des trucs qui servent à rien, mais bon, il faut qu'ils justifient leur caste. Et dans le Hagakure, eh bien, on a une place fondamentale qui est accordée à la mort, au sacrifice. Et finalement, dans ce bouquin, dans ce recueil de pensées, on a l'impression que la finalité d'un samouraï, ce qu'il doit tout le temps avoir à l'esprit, c'est que il doit embrasser la mort et il doit aller chercher finalement la mort. Ce qui est assez drôle parce que si on présentait ce texte-là à un samouraï du 15e siècle, il te dirait mais le gars il est fumé quoi. Non, moi je tiens à ma vie, en fait je suis bien, j'ai pas envie de mourir, donc ça correspond pas vraiment à mes valeurs. Et si on essaie de se pencher un petit peu sur ce texte, il y a une lecture qui est intéressante, c'est de se dire que ce samouraï qui insiste autant sur le fait de se donner la mort ou de chercher la mort, en fait il a vraiment conscience lui-même que sa caste est en train de mourir. Il le sait, les samouraïs ne servent plus à rien. Et donc c'est une espèce de métaphore de la caste des samouraïs où lui sait que dans tous les cas, ils vont disparaître à un moment donné parce que leur existence elle est plus justifiée quoi. Donc c'est assez drôle. Il n'y a pas longtemps, il y a une dizaine de jours, on a fait une conférence au CGR de Tours Centre, là, le cinéma, autour du film Ghost Dog. Si certains l'ont vu, film des années 90 avec Forest Whitaker, un tueur à gages dans des banlieues qui voilà, vraiment dédie sa vie au Hagakure et vit selon les codes du Hagakure. Et on voit qu'en fait le gars est un peu déconnecté quoi, finalement de la réalité. Ouais, c'est-à-dire que le gars il est tellement à fond que bon, il a un sabre dont on ne se sert jamais, mais il a surtout un flingue. Et quand il finit de buter les gars, il fait comme ça pour ranger comme tel un katana son flingue. Et on sent que le gars en fait il a rien d'autre dans la vie que ces codes auxquels il s'accroche quoi. Et c'est vraiment très caractéristique de ce samouraï, de cette fin des samouraïs. Oui, le Hagakure, c'est le fameux. Enfin, vous connaissez peut-être pas le texte, mais vous connaissez sûrement l'incipit, la phrase qui ouvre le livre, qui dit « J'ai découvert que la voie du samouraï réside dans la mort ». Donc c'est cette phrase qui a été commentée un nombre de fois innombrable. Alors en fait c'est le texte, on n'a pas la version originale, on a quelques copies et en fait c'est un texte très important, il contient 13 volumes, donc ce qui circule, ce que les gens lisent d'ordinaire, et nous aussi, c'est vraiment une toute petite synthèse des morceaux choisis. Et c'est un texte qui normalement n'aurait pas eu vocation à être diffusé publiquement, ça faisait partie des archives secrètes du clan Nabeshima, qui est un clan de Kyushu, l'île du sud du Japon. Et donc ce texte au départ aurait dû rester vraiment à la disposition de quelques grands vassaux de la maison de Nabeshima. C'est le daimyo, donc le seigneur du clan Nabeshima, qui sur ses vieux jours décide de coucher quelques enseignements, le transmet à l'un de ses vassaux qui lui-même va les dicter à un scribe, et c'est cette version-là qu'on connaît sous le nom de Hagakure, c'est-à-dire caché derrière les feuillages. En gros la traduction c'est ça, donc il y a cette idée quand même de dissimulation. Et puis le Hagakure il va renaître. Il va commencer à être diffusé, il va être découvert pendant la restauration Meiji, donc le retour au pouvoir de l'empereur dans les années 1860. Là, on va commencer à s'en servir comme d'un texte qui pourrait présenter un intérêt pour transformer, pour militariser, on va dire, la société japonaise, puisque là, il faut, après avoir chassé les samouraïs
du pouvoir, eh ben, il faut au contraire essayer d'inculquer leurs valeurs à toute la société japonaise pour entrer dans le concert des nations, faire en sorte de peser dans ce moment où les grandes nations se taillent des empires coloniaux un peu à travers la planète. Le Japon veut en être. Le Japon fait valoir sa singularité avec cet épisode féodal. Donc il dit, ben voilà, nous on fait partie d'une espèce d'Occident qui s'ignore. C'est pour ça qu'on aura cette trajectoire singulière, qu'on ne sera jamais colonisé et qu'on va compter avec les grandes nations européennes parmi les pays, les puissances colonisatrices et expansionnistes. Et donc ce Hagakure, là il commence à être diffusé à travers l'archipel. Et il va connaître un essor énorme dans les années 30 avec l'avènement d'une espèce de junte militaire au pouvoir qui en fait se sert de ce texte qui est distribué très très largement à toute la jeunesse japonaise pour inculquer aux jeunes hommes japonais le sens du sacrifice au service de l'empereur et au service du pays. Parce que désormais il ne s'agit plus de se sacrifier pour son seigneur et suzerain, mais plutôt pour l'empire incarné par l'empereur. Et donc ce texte, bien sûr, après-guerre, il est banni par les autorités d'occupation américaines qui y voient à juste titre une espèce de brûlot, un texte extrêmement dangereux qui a vraiment largement contribué au désastre et qui s'est abattu sur le Japon, au feu nucléaire, enfin à la catastrophe qui a suivi la guerre. Et il va renaître, comme on l'a dit, dans les années 60, quand Yukio Mishima, lui, le redécouvre et en fait son livre de chevet. Et puis il ne cesse de renaître, parce que là c'est Jim Jarmusch à la fin des années 90 avec Ghost Dog, qui en fait l'espèce de petite bible de son personnage, de son chien fantôme, le tueur solitaire, qui incarne plutôt la figure du Ronin, du Ronin que celle du samouraï, et c'est assez intéressant. Oui, ce Hagakure, comme tu le dis, il a été distribué à pas mal de gamins, pour le coup, et de jeunes hommes avant la guerre, et du coup ça structure aussi tout le phénomène des kamikazes qu'on a après, où c'est clairement des gens qui ont lu le Hagakure, qui se sont inspirés de ça, et qui se sont mis vraiment bien dans le crâne en se disant, bon, si je le fais, c'est pour une bonne raison, quoi. Donc, parce que l'auteur encourage vraiment à foncer tête baissée. Pour lui, c'est ce qui intéresse beaucoup les autorités à ce moment-là, et c'est pour ça qu'ils vont choisir de mettre en exergue ces passages-là. C'est que le texte est extrêmement amer, l'auteur se plaint sans arrêt du fait que tout part en sucette, plus rien ne va. Enfin, encore une fois, les classiques, les poncifs des textes réactionnaires. Donc voilà, le pays va à volo, du temps des guerres c'était bien mieux, on fabriquait des vrais guerriers, maintenant rien ne va. D'ailleurs, les jeunes ne font que parler de vêtements, de commerce, on dirait des marchands d'Osaka. Enfin, voilà, il y a tous ces termes voilà, qui font écho à d'autres thèmes, parfois même assez actuels. Et tout ça s'inscrit dans cette mouvance réactionnaire, effectivement, tu le disais, à l'époque, le Japon, peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est vraiment une puissance colonisatrice. Ils vont envahir pas mal de régions, ils cherchent à établir leur pouvoir, j'ai fait un épisode sur Nota Bene, si ça vous intéresse, sur le Manchukuo, qui va être un état fantoche, créé de toutes pièces, où ils vont vraiment se servir de ce territoire comme d'une base pour fabriquer de la drogue et la vendre un petit peu partout. C'est beau l'honneur. Ah ouais, c'est beau l'honneur. Et d'ailleurs, ils participeront à essayer de monter une sorte de philosophie qui va essayer de répandre dans toute l'Asie, qui est l'Asie aux Asiatiques. Surtout aux Japonais quand même. Voilà, surtout japonais, mais pour foutre le bordel et essayer d'expulser les Occidentaux de l'Asie, ils vont vraiment essayer de développer cette doctrine de l'Asie aux Asiatiques à partir de ce moment-là. Pour vous dire le jusqu'au boutisme du Hagakure, qui va beaucoup intéresser donc les généraux pour se dire bah là on tient l'instrument parfait pour que les gamins se suicident par milliers s'il le faut au service de la cause. L'auteur critique beaucoup les fameux 47 Ronins. Je ne sais pas si ça doit vous parler, j'imagine. Vous savez, les 47 Ronins, c'est une vendetta qui survient au tout début du XVIIIe siècle. En fait, je la fais courte, mais un jeune seigneur de province est invité à la cour du shogun. Il doit recevoir une délégation impériale. Il n'est pas très au fait de l'étiquette, donc il reçoit quelques consignes d'un maître des rites, on va dire, mais qui apparemment prend un peu de haut le jeune seigneur, en tout cas dans la vision populaire, qui va s'imposer ensuite et inspirer de très nombreuses estampes, pièces de théâtre, récits divers. Et donc le jeune homme se sent un peu blessé dans son honneur, il tire le sabre, il blesse le maître des rites. Bien sûr, il commet là un crime de lèse-majesté terrible, donc il est condamné à se donner la mort séance tenante. Le jeune homme s'exécute. Dans la foulée, son clan est dissous, et parmi ses vassaux, une cinquantaine va
ourdir une espèce de complot pour venger la mort de leur maître. Donc ils attendent pendant 2 ans, ils sont un petit peu oubliés, ils attendent que le méchant, Kira, le fameux maître des rites, baisse un petit peu la garde, et puis au bout de 2 ans, ils attaquent sa résidence de nuit, ils se déguisent en pompiers, enfin, voilà, ils s'introduisent dans la résidence, ils massacrent tous les serviteurs, ils tuent Kira, ils lui coupent la tête, ils déposent la tête sur la tombe de leur seigneur, voilà, justice est faite, mon maître. Ensuite, ils vont se rendre à la justice, qui leur ordonne à tous de se tuer. Alors, toute l'opinion publique s'émeut devant ces braves guerriers qui n'ont fait que suivre les préceptes du Bushido, mais néanmoins, voilà, le pouvoir doit sévir, ils sont donc condamnés à mort. Ce qu'on sait, c'est qu'en fait, les Ronins ne se sont pas tués, ils ont pratiqué ce qui se faisait beaucoup à l'époque, c'est-à-dire un simulacre de suicide. On leur a donné un sabre de bois, voire un éventail. Ils ont fait mine de s'éventrer et ils ont été décapités quasiment tout de suite par un bourreau, par un exécuteur. Et ce que dit l'auteur du Hagakure, c'est qu'il les traite de lâches. Il leur dit, mais vous vous rendez compte, ces types-là, s'ils avaient été de vrais guerriers, de vrais hommes, ils se seraient jetés tête baissée contre l'armée shogunale, ils se seraient tous fait tuer sur place au moment où leur maître, au moment où le clan a été dissous, parce que là, ils ont perdu 2 ans. Pendant 2 ans, si ce malheureux Kira avait eu la bonne idée de mourir de maladie ou de je ne sais quoi, il aurait échappé à leur vengeance et ces types auraient été déshonorés à jamais. Donc la seule vraie voie, c'est de foncer tête baissée tout de suite, sans réfléchir, de se fier à son intuition et surtout de ne prêter aucune place à la réflexion. Donc voilà, quand on prône ce genre de philosophie, voilà, on fabrique une armée de fanatiques. Est-ce que, donc c'est peut-être le moment des questions, là, il nous reste un petit quart d'heure, il y avait des questions tout à l'heure, 3-4 personnes, n'hésitez pas à lever la main, on va faire circuler un micro et si on peut y répondre, on y répond. Voilà. Que ça soit sur les samouraïs, sur le Hagakure, devant il y avait une question... C'était Madame Et j'en profite, hein, je revends ma sauce, mais du coup sur le stand de Maquet là-bas, on vend du coup les samouraïs, il y a aussi l'autre ouvrage juste avant des Vikings, et on a une version collector, qui comprend à la fois ce bouquin de vulgarisation à jour scientifiquement sur les samouraïs, mais aussi une version du fameux Hagakure, parce qu'on a récupéré les droits et on en a fait un beau bouquin aussi qu'on vend avec. Je pense illustré de calligraphie somptueuse. Oui, très belle calligraphie dessus, par une artiste japonaise. Bonjour. Bonjour. Moi j'avais une question par rapport, vous parliez tout à l'heure du fait que les samouraïs, au bout d'un moment, ils ne servaient plus à rien. Est-ce que ça a augmenté par contre les guerres de clans, justement, comme ils n'avaient rien à faire, est-ce qu'ils combattaient un peu plus entre eux justement pour compenser? Non, justement, on est vraiment dans une période de paix où là l'objectif c'est qu'il y a un type en gros qui commande et qui dit aux autres vous restez à votre place. Et donc d'ailleurs il y a tout un jeu de pouvoir et de diplomatie, on va dire, de hiérarchie qui se met en place, où pour être sûr que les types bougent pas une oreille, on fait venir une partie de leur famille à la capitale, qu'on prend en otage, en disant voilà, si toi tu as envie de t'exciter à un moment donné, oublie pas qu'on a ta famille. Voilà, donc quand tout le monde reste à sa place, il n'y a pas de... C'est une période de paix, quoi. Vraiment, les gars ne servent plus à rien. C'est pour ça qu'il y a autant de reconversion, entre guillemets, en tant que fonctionnaire, et qu'on a ce protocole, cette étiquette qui se renforce. Il y a alors on a la cérémonie du thé qui existait déjà avant, mais on a un essor de toutes les cérémonies, on a un essor du théâtre, des arts, parce qu'on essaye de codifier tout ça, de les faire rentrer dans des cases finalement. Oui, c'est vraiment la période Edo, c'est vraiment une période, une paix dans un gant de fer. C'est-à-dire que le pouvoir shogunal est complètement intraitable à édicter un certain nombre de règles qui interdisent tout soulèvement, toute rivalité. Là, il est interdit tous les châteaux sont démantelés à l'exception de la résidence principale seigneuriale qui en général est devenue le château central des grandes agglomérations actuelles du Japon. Toutes les autres places fortes sont démantelées, toute construction de fortifications militaires est soumise à l'approbation du shogun et la plupart du temps interdite. Les mariages entre familles doivent être visés et approuvés par le shogun. Donc en théorie, chaque daimyo, donc chaque prince est maître sur ses terres, mais en réalité, le système est fait de telle sorte que les guerres interclaniques sont complètement impossibles, sous peine de voir un ou plusieurs clans dissous sans autre forme de procès, et ça arrivera quelques fois en fait. Donc non, il y a vraiment un contrôle total qui s'exerce de la part du shogunat. Merci.
Bonjour, merci pour cette conférence très riche. J'ai une question à propos de Yasuke. Je voulais revenir un petit peu sur ce mythe moderne. Il va se faire ses coucous, attention. Ouais, j'avais envie de vous parler de ça. Je trouve que c'est un mythe moderne actuel. Il y a pas mal de choses à détricoter, je pense, sur le... Ouais, je vais laisser... Julien a fait pas mal de debug et est intervenu là-dessus, donc je vais le laisser intervenir. Juste avant, alors Yasuke, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est le fameux samouraï noir qui a existé. Voilà, on coupe court à tout débat. Le gars a existé, mais sa vie reste quand même un peu nébuleuse à partir d'un moment. Là, il revient sur le devant de la scène parce que c'est le protagoniste principal du prochain Assassin's Creed. Et c'est plutôt malin de leur part parce que voilà, ça permet de prendre énormément de liberté avec cette figure du samouraï et puis d'explorer un personnage très romantique et très romancé qui a été largement mis en avant ces dernières années, notamment à travers pas mal de mangas. On a pu voir des samouraïs noirs dans pas mal de mangas. Et juste pour, avant que tu prennes la parole là-dessus, pour justifier pour moi pourquoi Ubisoft a utilisé la figure de Yasuke, tout simplement parce que clairement chez les jeunes ne lisent pas forcément énormément de littérature. Bon. Moi j'ai grandi en cité, c'est encore plus vrai. En revanche, ce que lisent énormément les jeunes, c'est du manga. Et la figure de Yasuke, elle a déjà été pas mal limée dans les mangas. Donc pour moi, c'est en fait assez logique que ce samouraï qui en fait est anecdotique, mais qui est connu chez une partie du lectorat manga, se retrouve comme personnage principal d'une licence comme Assassin's Creed en fait. Pour moi, c'est vraiment, ça fait sens quoi, d'un point de vue narratif et d'un point de vue business, c'est très logique en fait. Moi, je ne vais pas rentrer dans les considérations. J'ai pas envie de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Il y a eu une espèce de shitstorm sur Internet il y a quelques semaines. Certains d'entre vous ont peut-être vu passer la chose. Effectivement, quand Ubisoft a dévoilé sa bande-annonce, les réactions ont été ou bien très enthousiastes ou au contraire les appels au boycott, notamment aux États-Unis. Enfin, ça a été vraiment compliqué, quoi. Là, on sait pas bien finalement si le jeu se vend, trouve son public ou pas en termes de. Mais bon, j'ai pas envie de rentrer trop là-dedans. Juste pour mettre au point quelques questions, pour apporter quelques réponses, parce que c'est des questions qui ont été posées régulièrement récemment. On n'a pas de raison de douter de l'historicité de Yasuke. Pour faire rapide, voilà, de ce qu'on sait du personnage, c'est a priori un esclave, en tout cas qui est enlevé par des trafiquants d'esclaves sur la côte de l'Afrique orientale, ce qui est probablement aujourd'hui le Mozambique, où les Portugais ont établi des comptoirs à l'époque. Donc ce sont probablement des trafiquants portugais, ou du moins avec une participation de ceux-ci, qui transportent ensuite Yasuke sur les filières ordinaires, si j'ose dire. Donc le jeune homme, on ne connaît pas son âge, à ce moment-là, se retrouve à Goa, qui est la grande base indienne des Portugais dans l'océan Indien. De là, on ne sait pas on sait pas exactement par quel biais, mais il passe aux mains des jésuites. Et c'est dans ce cadre-là, en accompagnant une délégation de missionnaires jésuites, du tout nouvel ordre jésuite, qui se propose d'évangéliser le monde dans le sillage des grandes conquêtes de l'Empire espagnol. À ce moment-là, les couronnes portugaises et espagnoles sont unies sous la dynastie Habsbourg. Et donc les Portugais, les Jésuites arrivent au Japon accompagnés par ce serviteur. C'est pas le premier serviteur noir qui accompagne les Jésuites. À chaque fois, ça crée la sensation, parce que les Japonais sont vraiment stupéfaits de voir ces hommes à la peau noire, souvent des colosses, surtout par rapport à leur propre gabarit. Donc Yasuke il semble être particulièrement grand et bien bâti, même par rapport à ses contemporains. Donc il passe vraiment pour un géant, une espèce d'Hercule. À tel point d'ailleurs qu'il impressionne Oda Nobunaga, l'homme fort du moment, qui demande à le voir et qui, alors on ne sait pas s'il est plus ou moins cédé par les jésuites comme cadeau diplomatique ou si c'est Nobunaga qui exige de la voir. En tout cas, il passe au service d'Oda Nobunaga. Sauf que tout ça dure dans un temps relativement court. On sait qu'il arrive au Japon en 1579. Il passe au service de Nobunaga quelques mois en réalité avant sa mort, puisque Nobunaga est tué en juin 1582 à la suite du coup d'état du Honnoji. Donc en gros il passe 2 ans et demi, je crois qu'on a à peu près au Japon. Donc c'est la réserve, et ensuite il disparaît des chroniques. On ne sait pas s'il est rendu aux jésuites, parce qu'il est dit dans une des sources
que le traître qui tue Nobunaga ne sait pas quoi faire de cet homme, dit c'est un animal, rendez-le à ses propriétaires et il serait restitué aux jésuites. Mais est-ce que c'est une manière de donner encore le mauvais rôle dans la chronique au traître Keiichi Mitsuhide? Je ne sais pas. Moi, la question que je me pose, très sincèrement, et c'est la réponse que je fais, même si elle peut être un petit peu décevante pour... on aimerait tous imaginer une espèce de super guerrier en armure de samouraï qui coupe les mecs en rondelles à coups de katana, parce qu'en plus c'est un colosse d'1m90 ou presque. En réalité, il y a quand même... On est en droit de se poser la question de savoir si ce garçon, aussi fort soit-il et aussi intelligent soit-il, parce qu'apparemment il a montré des dispositions pour apprendre quelques mots de japonais assez rapidement, aurait pu se former aux subtilités de l'esprit japonaise en si peu de temps, parce que le devenir samouraï, c'est le travail d'une vie. Donc est-ce qu'il a été un garde du corps dans l'entourage, plutôt une espèce de trophée que Nobunaga voulait arborer dans son entourage, comme il l'aurait fait, excusez-moi de la comparaison, mais vous comprenez qu'il n'y a pas de malice, comme il l'aurait fait d'une panthère ou d'un animal sauvage dont il aurait voulu s'enticher pour montrer qu'il était ouvert sur le monde, et c'était le cas, et qu'il était capable de faire venir dans son entourage comme ça des créatures extraordinaires, si j'ose dire, ou est-ce que vraiment il y a eu une amitié qui s'est liée entre les deux hommes, ça on peut l'imaginer, mais que Yasuke ait pu devenir un guerrier de plein droit, il est de facto, puisque le fait qu'il rejoigne l'entourage de Nobunaga fait de lui un samouraï, et on sait qu'un sabre lui a été offert, et a priori une résidence, mais encore une fois, est-ce que c'est pour satisfaire de manière un peu théâtrale à une étiquette, ou est-ce qu'il a été intégré, accepté par les autres membres de la maison Oda? C'est très très difficile d'en juger, et honnêtement je suis assez sceptique. C'est pas, même si Nobunaga est connu pour avoir été curieux du monde, très intéressé par les conversations avec les jésuites et peut-être avec Yasuke, de là à imaginer que cet Africain ait pu faire sa place au Japon, c'est difficile. Tu peux là, on va faire les 3 questions, je pense, et il nous reste 5 minutes. D'accord, ok. Bonjour. Tout à l'heure, vous parliez que voilà, vous vouliez déconstruire un peu les clichés autour du Japon. Et moi, la question que je me posais, c'est que nous, les clichés qu'on a voilà, de ce guerrier viril qui suivent un code de l'honneur, un peu gentilhomme et tout ça, est-ce que c'est aussi des clichés qu'on retrouve au sein de la population japonaise à l'heure actuelle? Ou est-ce que c'est vraiment nous, dans nos populations occidentales, qui avons construit ces clichés-là? Est-ce que la population japonaise a conscience de ça et aussi en train de, et a toujours été consciente de ça, ou est-ce que eux aussi ils ont un peu idéalisé les valeurs des samouraïs? Le néo-confucianisme dont on parlait tout à l'heure, c'est quelque chose qui est encore extrêmement structurant dans la société japonaise. Il y a quand même une trace qui a été laissée. La primauté du groupe sur l'individu, le respect de la hiérarchie sociale, le respect de l'autorité, indirectement, on peut quand même les imputer à cette pensée qui naît donc parmi les philosophes néo-confucéens japonais au début du XVIIe siècle, et qui vont en faire, si j'ose dire, la doctrine d'État. Donc indirectement, oui. Après, moi, je suis toujours un petit peu réservé sur le côté le salariman, le salarié moyen d'aujourd'hui japonais, souvent présenté comme une espèce de samouraï des temps modernes. C'est pareil, c'est un peu... ce truc est tellement devenu une tarte à la crème marketing qu'on a vu tellement de bouquins. Voilà, apprenez le commerce international grâce au traité samouraï, devenez le champion du... j'en sais rien, moi, de la politique, grâce aux enseignements de Maître Musashi. C'était tellement une martingale à un moment en librairie que c'est vrai qu'on sait pas bien. Il y a eu deux moments un peu deux mystères japonais. C'est la fin du 19e, début 20e, où par miracle le Japon échappe à la colonisation et en plus, en quelques décennies, comble son retard sur les puissances étrangères, en particulier européennes, et s'impose comme un acteur dans ce qu'on appelait à l'époque le concert des nations. Ça, c'est quand même à la stupeur générale. Et donc ça va nous aussi nourrir chez les Japonais une espèce de complexe de supériorité. Oui, en fait, nous, on fait partie un peu de la race des seigneurs, entre guillemets. Surtout que déjà, il y a quand même cette idée, les Japonais se considèrent ont une assez haute idée d'eux-mêmes, même par rapport à leurs voisins. Le temps où c'était un peu, ils se mettaient à l'école de la Chine est révolu depuis longtemps. Hein. Ça s'est même un petit peu inversé.
Et puis il y a le deuxième miracle, c'est après-guerre, où là encore, le Japon est complètement dévasté, pire encore que l'Allemagne. En plus, il a subi le feu nucléaire. Enfin, c'est vraiment un cataclysme épouvantable qui s'est abattu sur le Japon. En plus, il ne va pas tellement passer par cette phase d'examen de conscience qui va traverser l'Allemagne pendant les décennies d'après-guerre. Et puis il se redresse quand même encore plus vite, il devient la principale puissance économique, la deuxième puissance économique mondiale en 2 générations. Donc oui, quelque part, chez les Japonais, il y a cette idée qu'ils tiennent un petit peu les clés de la réussite et que c'est dû, indirectement ou non, à cette rigidité, à cette capacité à la discipline collective et individuelle qui, quelque part, est aussi un héritage du samouraï, pour le dire schématiquement. Ouais. Oui, et ce qui est assez drôle aussi, c'est que il me semble bien qu'à l'époque, il y a des auteurs occidentaux qui ont commencé à écrire sur les samouraïs et sur le Japon, et qui du coup dressaient quand même beaucoup de parallèles avec notre chevalerie à nous. Il faut savoir que encore aujourd'hui, les liens entre le Japon et la France sont assez étroits, et on s'influence quand même les uns les autres. Et ça date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a ces auteurs occidentaux qui ramènent ces récits et qui dressent des parallèles. Et il y a des auteurs japonais qui s'inspirent de ces récits-là et de ces parallèles qui sont faits avec les chevaliers pour les ramener au Japon. Donc tout ça se nourrit beaucoup et fait que peut-être effectivement il y a des résidus là-dedans. Oui, c'est le cas. L'ouvrage le plus emblématique, c'est celui qui s'appelle Bushido, The Soul of Japan, puisqu'il est écrit en anglais et pas en japonais. Donc la version du Bushido la mieux connue, la mieux diffusée, c'est un texte qui est écrit par un japonais certes, mais un japonais converti au christianisme, qui vit aux États-Unis, je crois qu'il est Quaker, qui est pas du tout, qui est pas vraiment le japonais moyen, et qui est un intellectuel, a beaucoup voyagé, il est dans une famille de diplomate lui-même, médecin, je ne parle pas dire trop de bêtises, et qui va donc écrire ce livre dans l'idée, justement, encore une fois, de conforter le parallèle avec les chevaliers européens. Donc il écrit Bushido en 1900, il écrit Bushido de Soul of Japan, et qui va beaucoup intéresser dans les cercles américains puis européens. Le président américain, d'ailleurs Roosevelt, le premier, va le lire. Donc voilà, c'est un moment un moment d'émergence de ce qu'on va appeler le roman national dans la plupart des grands pays. Ça vaut pour la France, ça vaut pour l'Allemagne, ça vaut pour la Grande-Bretagne et aussi pour le Japon. Et donc, assez logiquement, c'est une époque d'émergence des grands nationalismes. Donc on se cherche des figures martiales à même d'incarner l'âme supposée du pays. Ça va être les chevaliers pour les Français et les Anglais, ça va être le guerrier germanique un peu idéalisé, les Goths pour les Allemands, et puis ça va être bien sûr le samouraï pour les Japonais. Oui, et on le voit, le roman national aujourd'hui, en France, il est encore présent. C'est-à-dire que même si dans les sphères scientifiques, universitaires, voilà, on est très au fait et on sait que ce roman national est une construction pour valoriser une identité, ça n'empêche qu'il y a encore une grosse partie de la population pour qui l'histoire de France, c'est celle du roman national. Donc on peut légitimement se dire qu'au Japon, pour une partie de la population, c'est aussi le cas. Voilà. Ça fait plaisir, bien sûr, on préfère s'identifier à une espèce de chevalier errant, redresseur de tort, qui défend la veuve et l'orphelin. Bien sûr que c'est pas, si cette figure s'impose dans la psyché collective, c'est évidemment parce qu'elle répond à un besoin et qu'elle flatte les opinions. Donc évidemment que c'est normal de s'identifier à un idéal. On préfère ça que s'identifier à son ancêtre qui va saccager la Corée et la Chine, quoi. Voilà. Prochaine question. Il y avait 2 questions encore ici, ouais. Là-bas. Bonjour. Je voulais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, comme quoi au début les samouraïs qui étaient là en opposition au pouvoir justement, ils n'hésitaient pas à trahir leur clan si on les payait ou pas. Et du coup je me demande, durant cette période, qu'est-ce qui les différencie finalement des mercenaires ou des gens qu'on va tout simplement payer dans le cadre d'une guerre? Alors il y a assez peu de mercenaires en fait dans le Japon médiéval, c'est pas finalement... Il y a une militarisation de la société au sens où les professionnels de la guerre sont en proportion extrêmement nombreuses, mais tout le monde se sent, de ce qu'on appelle l'ashigaru, c'est-à-dire le petit fantassin qui est souvent un guerrier occasionnel, qui est plutôt paysan la moitié du temps. Il y a toute cette catégorie à l'époque encore assez poreuse entre paysannerie et fonction militaire, jusqu'au daimyo, donc jusqu'au grand prince, l'équivalent de nos comtes, de nos ducs médiévaux. Tout le monde
monde se sent quand même appartenir à partager une certaine éthique guerrière. Donc ce sont pas vraiment des gens qui louent leur sabre. Enfin, c'est pas vraiment des mercenaires au sens moderne. Maintenant, moi j'aime bien parler de marché de l'emploi militaire. C'est-à-dire que c'est quand même une période de guerre civile, de mobilité sociale très importante, où quelqu'un qui montre une certaine compétence au combat peut espérer se hisser au sommet de la société. Ce sera le cas pour l'exemple le plus connu de Toyotomi Hideyoshi, qui est sûrement fils de Ashigaru, donc de ces petits fantassins dont on parle, et qui va vraiment être le deuxième unificateur du pays, et vraiment accomplir une carrière extraordinaire. Et c'est pas le seul exemple, c'est l'exemple le plus achevé, on va dire, de cette mobilité sociale, mais qui est à l'époque vraiment très importante. Donc globalement, il y a quand même... il s'agit plutôt d'assurer sa survie dans un monde, dans le chaos politique de l'époque. Donc c'est plutôt des loyautés, des vassalités vacillantes et changeantes, quoi, plutôt que vraiment des mercenaires au sens on les paye pas en espèces sonnantes et trébuchantes, on les paye souvent avec des fiefs, avec des honneurs, avec des armes de grand prix, avec une reconnaissance, une manière de s'élever dans la hiérarchie clanique. Mais c'est plutôt ça que les suzerains, que les couches supérieures de cette aristocratie, de cette noblesse d'épée craignent, c'est-à-dire le fait que des maisons vassales plus ou moins importantes dans leur dispositif militaire et politique en viennent à rallier un autre clan parce qu'eux-mêmes traversent une période de faiblesse, et c'est souvent ça qui se passe. En fait, c'est une espèce de Tetris, quoi, des vases communicants, pas vraiment des mercenaires, mais plutôt un effritement des structures vassaliques avec des maisons vassales qui passent d'un clan à l'autre. Ouais, et comme tu le disais, pour rebondir juste en petit aparté, ils ne touchent pas des sacs de pièces, quoi. Clairement, les samouraïs sont payés avec des terres, etc. Et en ce qu'on appelle en koku, donc c'est une unité de mesure d'une quantité de riz, en fait, pour subvenir aux besoins de la population. Comment ça marche? Là, là, bien. Aux besoins de la population qui bossent pour eux, en fait, tout simplement. Ouais. Dernière question, du coup. Merci. Juste là. Merci de votre patience, parce que vous êtes parmi les premiers à lever la main. Il n'y a pas de souci, merci. Une petite question tiroir au final. On voit pas mal de représentations des samouraïs avec des masques. Des masques? Voilà, des masques au niveau sur le visage. Est-ce qu'il y avait une réelle utilité et est-ce que ça ne cachait pas le fait que probablement il y aurait eu des femmes samouraïs? Ah oui, c'est question tiroir là. Ouais, alors, pour ce qui concerne les femmes samouraïs, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un univers très viriliste, très patriarcal, donc non. Clairement, on peut se poser la question du rôle des femmes de samouraïs, mais des femmes samouraïs, il y a eu des bataillons, il y a eu des unités, il y a eu un bataillon de femmes qui étaient entraînées, des femmes combattantes, mais ça reste très anecdotique finalement et on ne peut pas généraliser ça. Et finalement, aujourd'hui on comprend qu'on se pose cette question-là, comme s'est posé la question des femmes vikings d'ailleurs, et on en voit dans les séries, on voit plein de nanas qui vont au combat, etc. Dans la réalité c'est pareil, les vikings c'est vraiment une société, les peuples germaniques et nordiques, c'est très très patriarcal, et clairement ça reste anecdotique quand elles vont au combat, même si certaines ont pu avoir une grande place dans les hautes sphères du pouvoir. Là c'est pareil chez les samouraïs, clairement ça reste très anecdotique pour les femmes combattantes. Oui, c'est une question qui revient assez souvent, mais on aimerait bien qu'il en soit autrement, mais hélas, il n'y a pas grand-chose. On a la fameuse Tomoe Gozen, qui est un personnage qui apparaît donc dans les chroniques de la guerre des Heike. Semi-légendaire. Disons qu'il apparaît dans au moins 2 sources, donc mettons qu'il ait existé, qu'elle est effectivement... Là, ce personnage est vraiment décrit comme une guerrière de plein droit, si j'ose dire. Et c'est là la nuance, c'est qu'en fait, dans l'histoire japonaise, comme dans la nôtre, on a de très nombreux cas de femmes qui ont été amenées à prendre les armes
et qui ont même montré parfois des compétences d'officiers, qui ont commandé des sièges ou qui ont défendu au contraire le château seigneurial, familial. Ça ne veut pas dire que c'était des combattantes de métier, il y a quand même une grande nuance. De même qu'on sait que les femmes de cette petite aristocratie guerrière étaient tenues de recevoir un minimum de rudiments, souvent elles apprenaient, alors on associe souvent aux femmes le maniement de naginata, c'est-à-dire la hallebarde, le fauchard un peu japonais. Le kyudo aussi, l'arc était assez pratiqué. Les femmes étaient tenues de défendre leur honneur, de se sacrifier aux besoins comme le mari, non pas en s'éventrant mais en se poignardant la gorge. Mais c'est pareil, ce sont des pratiques qui relèvent de l'éthique martiale, mais ça ne fait pas d'elles des combattantes de métier. Et effectivement, entre Tomoe Gozen à la fin du XIIe siècle, un ou deux cas plus ou moins discutés dans l'histoire, et Nakano Takeko à la fin du XIXe siècle, qui elle va diriger ce qu'on appelle un peu pompeusement cette armée des femmes, en réalité plutôt un bataillon de quelques centaines de combattantes, qui sont même pas tellement intégrés à l'armée régulière, donc de ces partisans du shogun, de ces irréductibles qui veulent continuer le combat après le rétablissement de l'empereur. On n'a pas grand chose entre. Donc moi je pense que c'est une fausse piste, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que des traces archéologiques nous prouvent le contraire. Et alors pour répondre à la question initiale du masque, c'est pareil, le menpo ou le ranpo, le demi-masque, le masque complet caractéristique de l'armure du samouraï, en fait c'est une pièce qui est associée plutôt aux armures d'apparat de la période Edo, donc de la fin des guerres, qui n'est pas portée au combat, parce que c'est impossible, en fait, ce serait dangereux. Un coup au visage risquerait de fragmenter le masque, ce serait plus piégeux qu'autre chose, en plus de l'inconfort. Donc a priori, on a toutes les raisons de croire que ces masques n'étaient pas portés au combat, de même que les casques avec d'immenses décorations étaient plutôt portés sur une hampe ou réservés au général qui était assis sur son tabouret à l'arrière pour être vu par ces hommes, pour manifester sa présence. Mais c'est impossible de combattre avec des équipements pareils. Enfin, aucun guerrier avec un cerveau se serait lancé dans un duel avec un accoutrement pareil, parce que c'est complètement contre-intuitif, quoi. Ouais, tu vois rien, tout. Sur mon compte Twitter, il n'y a pas si longtemps, on avait partagé un casque. Vraiment, je vois le gars, il a un aileron qui fait genre 1 mètre de hauteur, tu vois, et clairement, t'as un coup de vent, le gars, il se brise la nuque. Vraiment, c'est ce qu'on appelle les kawari kabuto, donc les casques extravagants. Et il y a toute une vogue de la fin du 16e et du 16e siècle jusqu'à la fin de la période Edo, où on fabriquait des casques vraiment extraordinaires. Vous pouvez taper dans Google kawari kabuto. Vous allez vous régaler. Il y a eu une expo au musée du Quai Branly il y a quelques années avec la fameuse collection des américano-suisses de la famille Barbier-Muller. C'est la plus belle collection d'armure de samouraï au monde. C'est une collection privée, hélas, mais qui se balade beaucoup dans le monde. Si vous avez l'occasion d'en voir quelques pièces, franchement, sautez sur l'opportunité. Et c'est vraiment... ces casques sont extraordinaires, hein, littéralement. Effectivement, souvent avec des décorations qui dépassent les 1 mètre. Alors c'est souvent un châssis en bois recouvert de papier mâché et de laque, donc c'est relativement léger, c'est quand même assez incommode pour autant. Écoutez, en tout cas, on espère que cette conférence sur les samouraïs vous aura apporté quelques éclairages sur cette figure, comme on l'a dit, très romancée. Moi, j'aimerais te remercier encore, Julien, d'avoir accepté de participer à cet ouvrage collectif. Merci à toi, avec grand plaisir. Il y a plein d'autres historiens et historiennes qui ont participé à ce bouquin, des grands noms comme Olivier Ansart, comme Pierre-François Suéry aussi, qui est un peu le pape des samouraïs et du Japon en France. Si ça vous intéresse, je suis en dédicace de 14h jusqu'à 20h ce soir. Je me prends quelques petites pauses, mais globalement, je suis sur le stand Omake, qui est juste de l'autre côté, en face là-bas. Et voilà, ça me fera très plaisir de vous recevoir et de vous faire une petite griffe sur le bouquin. Merci à tous.